et qu'il est important de faire se rencontrer des personnes de tous univers, monde de l'entreprise, pouvoir public, entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire. L'objectif est bien aujourd'hui de changer d'échelle et d'avoir des lieux de rencontre pour pouvoir créer, propulser, inventer de nouvelles solutions, de nouveaux dispositifs. Et le Forum mondial Convergence est évidemment un rendez-vous incontournable pour ce type d'enjeu. Nous sommes très contents d'être ici. Ça fait longtemps que le groupe SOS travaille avec Acted et Convergence, qu'on remercie de nous accueillir. Le groupe SOS est beaucoup engagé, puisqu'il y a une conférence Impact au carré aujourd'hui sur la finance responsable un peu plus tard dans l'après-midi. Le magazine UpMag est très présent également. Cette Up conférence qui nous réunit aujourd'hui, cet après-midi. Pour ceux aussi qui veulent tout au long de l'année entendre parler d'innovation sociale, vous pouvez aussi, une déclinaison des Up conférences, aller au Up Café, au Café Monde des Médias, qui est géré depuis juillet par le groupe SOS Place de la République, à Paris. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence, et je passe la parole à Sylvia Amicone, qui nous fait le grand plaisir d'animer cette conférence. Elle est journaliste à LCI, et un grand merci d'être parmi nous. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors cette table ronde s'intitule donc les modèles d'entreprise sociale à travers le monde. Partout sur la planète, des entrepreneurs ancrés dans leur territoire qu'ils connaissent parfaitement tentent de trouver une solution à des problèmes bien précis. Ils apportent une innovation sociale sur le marché, ils sont performants économiquement, ils créent de nouveaux modèles, de nouvelles alliances. Ils sont des entrepreneurs sociaux et ils ont de plus en plus le vent en poupe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils dessinent les contours d'une nouvelle économie à visage plus humain, parce qu'ils répondent à des besoins sociaux, sociétaux qui ne cessent d'évoluer à la faveur des différentes crises qui creusent encore plus les inégalités. Eh bien ces innovateurs se retrouvent parfois en première ligne et attirent la jeunesse en quête de sens. Aujourd'hui, ils ont démontré que leur dispositif était efficace, qu'ils avaient un réel impact sur le terrain. Certains pays sont plus avancés que d'autres, mais les solutions commencent à voyager pleinement et certains succès, certaines personnalités inspirent d'autres entrepreneurs à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, le secteur n'est plus ignoré, les grands groupes s'engouffrent même dans une multitude de partenariats durables. Les pouvoirs publics mesurent quant à eux l'importance du mouvement, ils ont tendu l'oreille et les soutiennent. Plusieurs questions vont nous intéresser dans ce débat. Comment accompagner ces entrepreneurs sociaux et faciliter leur changement d'échelle? Comment créer un écosystème favorable à leur implantation? Les solutions qu'ils développent localement ont-elles vocation à s'exporter et être dupliquées? Eh bien, ces questions, nous aurons l'occasion d'y répondre grâce au panel réuni aujourd'hui. Alors, la première partie de cette table ronde sera consacrée à un échange entre les intervenants, un échange qui durera plus ou moins 1 heure, et puis dans un deuxième temps, les participants pourront répondre aux questions de la salle. J'appelle donc à la tribune Monsieur le ministre Benoît Hamon, Mohamed Asri, Corinne Bazina, Meg Yang. Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. Il a présenté en Conseil des ministres cet été un projet de loi visant à mieux définir les contours de l'économie sociale et solidaire et à encourager les investissements dans ce secteur. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. La loi devrait être votée d'ici la fin de l'année. Mohamed Asri est directeur de l'Observatoire national de la microfinance au Maroc, président de l'Agence internationale du développement économique et social, l'AIDE, basée à Casablanca. Il nous parlera donc de son expérience de terrain au Maroc, comment la microfinance peut être une solution au chômage et à la pauvreté. Corinne Bazina est à la tête de Grameen Danone Foods au Bangladesh depuis 2010, un programme qui combat la malnutrition et tente de réduire la pauvreté par la création de richesses au sein des communautés locales. Corinne Bazina nous expliquera notamment en quoi la Grameen Danone Foods est un des pionniers du social business et quel est son impact sur le terrain. Enfin, Meg Yang est le fondateur et le président de la Coupe du Monde des Sans-Abri. La 11e édition s'est tenue en Pologne cet été. La Coupe du Monde des Sans-Abri soutient des programmes de football et le développement d'entreprises sociales via un réseau de 70 partenaires nationaux. Meg Yang a également cofondé The Big Issue en Écosse. C'est un journal de rue distribué par les sans-abri, aujourd'hui tiré à 40 000 exemplaires. Alors, je précise que le public peut évidemment participer au débat au cours de la table ronde sur Twitter, #UpConf,
et via également un système que Mohamed va venir nous présenter. Tout de suite, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Le micro. Allô? On m'entend? Non. Ah voilà. Désolé. Merci. Donc Mohamed Moran, je travaille pour la société Wisembly et nous sommes partenaires de cet événement. Voilà, nous allons permettre de rendre cette session interactive. Vous allez pouvoir prendre part au débat, envoyer vos questions, vos commentaires à n'importe quel moment, dès maintenant. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous voyez, ça s'affiche à l'écran. Donc vous pouvez le faire par SMS si vous avez des portables ancienne génération ou sur le web pour les plus récents. Par SMS, le numéro, c'est le 06 33 13 40 34, donc vous entrez ce numéro dans un nouvel SMS et vous tapez dans ce SMS Convergence 1, espace, votre message. N'oubliez pas Convergence 1 au départ. Et ensuite, sur le web, donc là le site c'est app.wisembly.com, donc vous allez directement sur ce site web et vous rentrez ensuite le mot-clé qui vous permet d'accéder à l'interface qui est Convergence 1. Voilà, c'est tout simple. Envoyez vos questions, vos commentaires à n'importe quel moment. Ils arriveront sur cette tablette que je vais confier à Sylvia tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, on va regarder les résultats d'un sondage qui ont été réalisés sur le site d'UpConférence. En fait, il s'agissait de savoir si les réponses aux besoins non pourvus proposés par les entrepreneurs sociaux sont intimement liées aux spécificités du territoire ou si au contraire elles peuvent être exportées, si elles peuvent être dupliquées. Alors, cette question, la voici. Faire reculer la pauvreté, est-ce une affaire locale? Chaque territoire a des besoins très spécifiques. Mondial, il faut faire voyager les solutions ou alors transversales. Les réponses doivent être hybrides. Et donc, vous voyez la réponse, 67% transversale, 22% local et 11% mondial. Peut-être, on peut déjà demander l'avis du ministre Benoît Hamon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sondage? 67%, les réponses doivent être transversales. Oui, oui, je suis d'accord. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, local, on est capable de faire le diagnostic des besoins au plus près de chez soi, et les besoins ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis Trappes, les besoins ne sont pas les mêmes à Trappes qu'à Paris, dans cet arrondissement, et à l'évidence, les réponses doivent être construites en fonction de ces besoins. Et ensuite, assez naturellement transversales, parce que si on n'a pas par ailleurs de politique macroéconomique qui favorise des politiques publiques favorables à la lutte contre la pauvreté, qu'elles soient menées par les gouvernements, les autorités locales ou partagées avec des acteurs privés, c'est beaucoup plus difficile. Donc, forcément, hybride. Les deux, hybride. Corinne Bazina. Oui, donc oui, je suis d'accord également. Je pense que les réponses sont transversales. C'est quelque chose que j'expérimente personnellement quotidiennement. Un de nos actionnaires, Grameen Danone et Danone Communities, qui est un fonds qui a 10 projets dans le monde. Chacun de ces projets a des problématiques locales, des particularités. Ceci étant dit, on se réunit régulièrement pour échanger sur des pratiques qu'on peut partager, soit copier-coller, soit en adaptant, soit etc. Hybride aussi. Mélian, vous travaillez justement dans le monde entier, vous êtes également d'accord avec ce sondage, 67% réponse transversale. Yes, I do. So I think we're going to have no disagreement amongst ourselves here. I think that the problems of poverty in the world are so huge that for us one human beings to try and understand it and do something about it are incredibly difficult. So I believe each of us has a responsibility to do something in our street, in our neighbourhood, in our city, and work with government and work in partnership to create the change in front of us so we can make that change. However, the challenge is that now we have a global economy which, even if you get it sorted out in your street or your city, is going to affect what happens. And you see that recently with the financial crash, and I know some countries were doing some good work
and then all of that work was undone because of the financial global situation. So we have to be doing both at the same time. We have to be tackling it globally, and we have to be doing it locally. And you can pull the two together. We've shown that, so you can act locally, and that can influence what's going on globally. Mohamed Asri. Je suis d'avis de M. Neil Young. Je crois que c'est beaucoup plus local parce que chaque région a sa spécificité, mais l'aspect transversal va de soi, ce qui fait que pour répondre à des besoins de lutte contre la pauvreté, je pense que les spécificités doivent être prises en considération en premier lieu et éventuellement, de façon transversale, il faudrait tirer aussi des leçons de ce qui a été fait dans d'autres régions afin d'apporter des solutions qui ont été déjà testées pour pouvoir répondre à cette question. Merci beaucoup Mohamed Asri. On va commencer donc cet entretien avec vous, Monsieur le Ministre. Le projet de loi économie sociale et solidaire sera donc prochainement débattu, le mois prochain au Sénat. C'est une des grandes lois de votre mandat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les principaux challenges de cette loi? Ils sont plusieurs. D'abord, reconnaître l'économie sociale et solidaire comme composante de l'économie française. C'est à peu près 10% du PIB de la France. C'est plus de 2 400 000 salariés, l'économie sociale et solidaire en France. Reconnaître quoi? D'abord, dire ce que c'est une économie sociale et solidaire. Sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette économie-là s'intéresse aux conséquences sociales et environnementales de la production. Et donc, elle se préoccupe de l'impact que la production économique a sur la société, première chose, et solidaire au sens où on essaye de mettre en œuvre une utilité sociale, on essaye de se préoccuper de la redistribution, de la répartition, tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, ça dépend des acteurs de l'ESS. Donc on va reconnaître l'ESS tout d'abord. Avec une définition, donc qui ne sera pas une définition par les statuts. Non, c'est ça la grande nouveauté. Pour faire vite, on avait un intervenant du groupe SOS qui a beaucoup milité pour qu'on reconnaisse l'entrepreneuriat social. Jusqu'ici, l'économie sociale en France, c'était des acteurs économiques sous statut associatif, coopératif, mutualiste ou fondation. La grande nouveauté de la loi, c'est qu'elle va permettre à une entreprise, alors j'arrive de cela à l'instant, ce qui montre d'ailleurs qu'on peut apprendre d'un pays à un autre. J'étais chez Franprix, qui n'est pas une entreprise sociale et solidaire, mais où l'entreprise Microdon a mis en place le système de l'arrondi, qui va faire que, quand vous passez à la caisse, si vous êtes volontaire, vous pourrez demander l'arrondi à l'euro supérieur, de façon à ce que la différence de quelques centimes soit affectée au financement d'une association locale, pas d'une grande association nationale, mais locale. Microdon, c'est une SAS, elle n'aurait pas pu être reconnue comme entreprise sociale et solidaire, alors que, en dépit de son utilité sociale, en dépit du fait qu'elle a une gouvernance participative, donc elle associe ses salariés à la décision, et en dépit du fait qu'elle a fait une échelle de salaire réduite, eh bien elle a toutes les caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler une entreprise sociale et solidaire. Et ces entreprises-là vont être reconnues par la loi, jouir de contrepartie au fait d'être entreprise sociale et solidaire, et vont permettre surtout à des centaines de jeunes entrepreneurs, de gens issus des écoles de commerce ou de l'université française, d'entreprendre de cette manière-là, là où jusqu'ici c'était rendu très difficile. Donc c'est un des aspects de la loi. Très difficile parce qu'ils vont accéder à des financements? Oui, alors l'année dernière au même forum, je parlais de l'engagement de BPI France, donc on appelait à l'époque la BPI, maintenant c'est BPI France, en faveur de l'ESS. On a mis 500 millions d'euros sur la table. 500 millions d'euros sur la table, pas pour afficher comme ça une forme de fétiche, mais associé à des produits financiers dédiés aux acteurs de l'ESS. C'est quoi la différence pour un banquier, qu'il soit public ou privé, entre une entreprise de l'économie sociale et une entreprise classique? C'est qu'on est là sur des financements patients, tempérants. On ne peut pas attendre à court terme un retour sur investissement identique selon qu'on finance une petite start-up dans les nouvelles technologies ou un acteur de l'innovation sociale. Et nous avons construit des produits de financement adaptés aux besoins en fonds propres et aux structures capitalistiques de ces acteurs-là. Donc ces 500 millions d'euros qui sont non seulement sur la table, mais déjà ouverts à appel à projet. Et c'est un point important parce que ça nous permet de passer de la reconnaissance légale, c'est bien d'être reconnu, à la mise en place d'une tuyauterie avec du carburant dedans, des euros, qui soit favorable au développement de ces projets. Et j'y rajoute la création, c'est tout à fait nouveau, d'un fonds d'innovation sociale. Là encore, le banquier public en France, il savait financer de l'innovation technologique. Vous arriviez avec un projet formidable dans le domaine industriel, technologique, vous aviez des partenaires immédiats, privés et publics,
Mais dès lors que vous avez un projet en matière d'innovation sociale, c'est plus compliqué d'abord parce que le banquier se demande de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, comment je m'y retrouve, moi comme banquier, etc., etc. Et nous avons donc créé un fonds d'innovation sociale, là encore hébergé dans BPI France, qui consacrera donc des fonds spécifiques en dehors des 500 millions en plus, au soutien à l'innovation sociale. C'était une demande là encore forte, mais en clair, on met une tuyauterie avec du carburant en face de projets qui vont répondre, comme vous l'avez dit dans votre introduction, à des besoins sociaux non satisfaits en France, et la crise a fait apparaître en France, comme partout dans le monde, beaucoup de besoins sociaux. En revanche, l'innovation sociale n'est pas définie dans votre projet de loi. Si, elle l'est dans la loi, pardon. Pour que le banquier fasse son travail, il faut qu'il sache de quoi il s'agit, et donc la loi prévoit la définition de l'innovation sociale de façon à ce que
foyer, notamment décisions importantes, est-ce que les enfants continuent d'aller à l'école ou pas, qui peuvent ensuite avoir un impact sur le développement du pays. Une question intéressante, hein, c'est sur l'impact. Est-ce que vous veillez à la sortie de la pauvreté et quels sont les indicateurs que vous suivez? Alors, les indicateurs qu'on suit, alors on a des indicateurs quantitatifs, hein, tout bêtement combien de gens on impacte et quel niveau de revenu on leur fournit, directement ou indirectement. On suit également les indicateurs de la Grameen Bank, donc c'est des indicateurs de pauvreté. On va dans les foyers, on regarde si les gens ont une table, des vêtements pour l'hiver, un mosquito-net, pardon, en français. Mosquito-net. Une moustiquaire, Moustiquaire, merci. Donc des choses comme ça qui sont des indicateurs en fait de pauvreté. Et puis ensuite on fait des études socio-anthropologiques, on va dire, où on essaie de vraiment comprendre comment on impacte les gens et pourquoi on les impacte. Donc ça c'est sur les fermiers et c'est sur les femmes. Ensuite, l'autre impact très important, c'est l'impact sur la santé, le développement physique et le développement cognitif qu'on peut avoir sur nos consommateurs. Et pour ça, on a développé le projet avec une ONG, GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition. C'est eux qui nous ont dit ben voilà les déficiences qui existent au Bangladesh et donc voilà en quoi il serait intéressant et intelligent de fortifier le yaourt. Et suite à ça, ils ont financé une étude qui a été réalisée par Johns Hopkins University au Bangladesh et dont l'objet était de vérifier l'impact de la consommation du yaourt sur le développement cognitif et physique. Et des premiers résultats partiels ont été publiés d'ores et déjà, qui sont donc très prometteurs. Merci Corinne Badina. Vous connaissiez, Monsieur le Ministre, Grameen Animal Foods? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'ai eu la grande chance de rencontrer Mohamed Younous, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir évoquer cette expérience avec lui. Je pense que ces initiatives sont très utiles. En même temps, je suis moi très vigilant à l'égard de la façon dont le système prend ce type d'initiative, les retourne et est capable de faire du greenwashing comme du social washing. C'est-à-dire qu'au prétexte de faire de la RSE, au prétexte se préoccuper de ce qu'on appelle maintenant pudiquement les externalités environnementales et sociales, en fait, on se construit en réalité une virginité à bon compte. Donc moi je trouve que ce qui s'est fait après ce qu'ont été les initiatives de Mohamed Younous, tout ce qui se fait sur le microcrédit, etc., est extrêmement précieux pour pouvoir avoir des politiques de lutte contre la pauvreté. Donc moi je trouve que ces partenariats-là sont souhaitables. Merci. Mohamed Asri, vous êtes donc un expert de la microfinance, vous présidez l'Agence internationale du développement économique et social. Alors comment, vous, dans votre pays, se positionnent les pouvoirs publics à l'égard de l'ESS? L'économie solidaire et sociale, c'est une composante, je dirais, très en vue et très, je dirais pas à la mode, mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Et les pouvoirs publics, aujourd'hui au Maroc, s'intéressent beaucoup plus aux aspects économiques, mais il y a d'autres acteurs qui sont plus impliqués dans l'économie solidaire et sociale. Je pourrais citer éventuellement la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qui est une grande structure, qui est une fondation qui ne cherche pas le profit. Mais toutefois, les instances gouvernementales appuient ces initiatives. Il y a éventuellement d'autres projets qui touchent la microfinance directement, comme le centre pour lequel je travaille, qui est le Centre Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire, qui lui initie des actions pour accompagner des structures de microfinance à éradiquer la précarité. Je ne pourrais pas dire éradiquer la pauvreté parce que ça ne pourrait pas se faire. On a des pauvres qui naissent chaque jour et des gens qui s'enrichissent aussi tout au long. Ce qui fait ces initiatives touchent principalement les micro-entrepreneurs eux-mêmes qui sont à la demande de financement, mais aussi accompagner la micro-entreprise à se formaliser. Contrairement à la France, le secteur de la microfinance touche particulièrement le secteur informel. Nous avons plus de 70% de notre économie, au fait, des micro-entreprises sont informelles, les TPE, très petites entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la formalisation de ces micro-entreprises
pour les faire bénéficier d'avantages qui sont des avantages gouvernementaux. Il se trouve que l'État met en avant des avantages financiers, économiques et sociaux dont ces micro-entreprises ne peuvent pas bénéficier, vu qu'elles sont informelles. On ne peut pas financer l'informel, puisque ils ne sont pas réglementés, il n'y a rien qui puisse... on les recense, c'est vrai, mais on est en train d'essayer de les formaliser. Voilà. Et comment le secteur a-t-il évolué, le secteur de la microfinance au Maroc, après la crise que votre pays a connue? Au fait, le secteur de la microfinance au Maroc est un secteur qui est quand même un secteur exemplaire dans la région. Je pense qu'au niveau du monde arabe, c'est une référence. Il y a plus de 40% de l'encours est présent au Maroc. Le secteur a évolué avant la crise. En fait, nous avons connu une expansion très, très poussée les 10 premières années de l'existence du secteur de la microfinance. Et puis, on a vécu une crise qui nous a un peu poussé à revoir nos process, à revoir nos procédures, à revoir aussi nos pratiques. Cette crise nous a un peu aidé à élaborer une nouvelle stratégie qui a été mise en place l'année dernière et qui a été présentée lors du Forum international de la microfinance qui a eu lieu à Rabat en octobre dernier. Et cette stratégie qui a été définie sur 10 années va permettre au secteur de se restructurer, de mettre en place des activités répondant de façon adaptée aux besoins de la population défavorisée, mais aussi de permettre une structuration des IMF. Nous, on n'a pas d'IMF, on a des associations. La structuration des associations en termes de gouvernance, en termes de développement de nouveaux produits, mais aussi en renforcement de capacité de leurs ressources humaines et en renforcement de leurs capacités financières. Merci beaucoup, Monassri. Je me tourne vers Mel Yang. On va parler de la Grande-Bretagne et du secteur qui est vraiment très actif là-bas, mais tout d'abord, un mot de la Coupe du Monde des sans-abri. Je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne. Peut-être pouvez-vous nous expliquer en quelques mots. On en est à la 11e édition. 11e édition cet été, c'était au mois d'août en Pologne. Thank you. The Homeless World Cup as an organisation has been going now for 10 years. We work in 70 countries around the world, and we simply engage homeless people on the street by getting them to kick a ball. They can be of any standard, they can be very good or very poor, it doesn't matter. And the beauty of football is you can engage people easily because it's a simple game. And then we have an annual tournament, which actually was held here in Paris 2 years ago by the Eiffel Tower, and very successful. And we have an annual tournament which we move around the world each year, and the homeless players are aiming to get onto the team to represent their country. So this year we had 64 countries represented in Poland, and it's not just about an annual event, it's about work that goes on all the year round in each of the countries. So we have one partner per country that's working, and our aim is about impact. We have a very great annual event, which is a great atmosphere, and I always urge people to come along and see the change that takes place. But if that's all it was, we wouldn't do it. It's about impact. Right. And we have 80% of our participants change their lives. So come off the streets, come off drugs, get into houses, get jobs. And that's what it's all about. And the numbers now are very large. So it's over 100,000 a year globally. And if you research in New York says that it costs the government $40,000 a year for somebody just to be homeless in the street. So if we are moving 100,000, do the sums, what's $40,000 times 100,000 every year that we're saving society just by playing football? Et comment expliquez-vous que 8 participants sur 10 sortent de leurs conditions, améliorent leurs conditions? I think the first stage, which is very important, is a psychological one. So we've created a world where there's two worlds. The world of the have and have-nots, and people are excluded, and to move people from one world to another is very, very difficult. There's some people here I suspect working in that area know how difficult that is. So the first thing we've got to do is to create a method of inclusion. So what we're doing is by creating football teams, we're making people feel part, it replaces the family. That's the first stage. Then each of our partners in each of the countries is working with the people, working with pathways in which they can connect back into society. So, for example, in Western Europe and the US,
a lot of that's about exclusion, it's about drugs and alcohol that are issues, and then how you can change and get into jobs. In other parts of the world, it's about poverty, it's just not about having a pair of shoes, and we can create social enterprises that bring an income to change people's lives. So that's how we do it. Alors, la Grande-Bretagne est souvent citée pour le dynamisme du secteur de l'entrepreneuriat social. Quelle part les pouvoirs publics ont-ils dans les succès que connaissent les entrepreneurs sociaux anglais? Quelle part ont-ils ou n'ont-ils pas? Well, I would say yes and no. I mean, I would have to applaud the Minister here for his initiative, and I wish him luck going the new law, because that's exactly the role that I think government should play in this, the connection with the wider society. I think in the UK what you've got is a lot of noise about social enterprise, government buying into it because they see it as a potential solution to a lot of problems they have, but it's overdone. And I think you have to be very, very careful about making too much noise and too much hype about this, because to get social enterprises and social businesses working properly is really hard work. And many people in the UK that were charities now call themselves social enterprises, and I would say they're not social enterprises. And what they're doing is causing confusion in the market, therefore, as a result. The other issue that's going on in the UK is that government is seeing an opportunity to exchange public service that they're doing and put them into social enterprises at a cheaper price. Now, to me, that is not about social enterprise. Social enterprises has a word innovation in it, it has about scale in it, and it has about creating impact and change. So it's not just about moving money from one sector, the public sector, into another sector. That's not what it's about. And UK sometimes gets compensated, I believe, in that area. However, having said that, I do think there's a growing social business sector, a growing social enterprise sector, which is beginning to work. It's at early stages, but the signs are very good. Alors justement, une question ici, pas de loi ESS aux États-Unis, au Royaume-Uni, et pourtant le social business est largement plus développé. Pourquoi? Bon, vous n'êtes pas d'accord, vraisemblablement. Well, it's really interesting, I think, this question when you start to look at it around the world, because if you go to Scandinavian countries, for example, where you have higher taxes and the public is voting in governments, if you like, which is saying you, the government, are responsible for tackling poverty and social issues, okay? And then you'll find there's fewer social entrepreneurs. Yet you go into the US where there's much lower tax, and the government can't actually deal with the level of homelessness. You'll find that social entrepreneurs emerge in these different sectors to cover off these gaps. Now, what's interesting in that, when you start to compare and contrast, is it's up to us, the public, to decide what role we want the government to have and how we are then going to interact with the government, and what is the space that social business and social enterprise can play in that. That's why I really like what the Minister's been saying here in terms of the potential for social business as a sector. Because in some of the other countries, the definitions aren't clear. It's a bit of a mess. Some areas you'll find doing really well, another city not doing well in it. And I do believe that the impact and the added value of a good social business sector can be massive to wider society. Madame, vous vouliez peut-être réagir. Juste pour compléter, moi j'ai eu la chance de participer à l'initiative de David Cameron, qui était lors du G8, dernier G8, consacré à la finance sociale. Et la grande différence entre le Royaume-Uni et la France, c'est qu'il y a d'abord pas le même niveau d'intervention de l'État. Il y a un projet politique, qui est le projet des conservateurs, qui s'appelle Big Society, et qui visait justement à substituer parfois à un État défaillant l'initiative privée étant destinée à répondre aux inégalités, aux problèmes de précarité et de pauvreté. Et ce qui me frappe, je le dis parce que le débat a eu lieu entre les membres du G8, c'est qu'il y a ceux qui se disent aujourd'hui, à travers la finance sociale, il y a eu une crise, la crise a fait du dégât, il y a de la pauvreté, y a-t-il de l'argent à se faire avec la pauvreté ?
en tout cas en résorbant la pauvreté. Et on crée là des produits financiers et qui peuvent, sur lesquels je veux bien réfléchir. Hein, ce qu'on appelle un raisonnement constructif. Les social impact bonds, mais je pense que en matière de lutte contre la pauvreté, on ne peut pas appliquer les mêmes indicateurs que ceux qu'on appliquerait à n'importe quel placement à la lutte contre la pauvreté. Je pense que ça ne marche pas, et en tout cas ça ne marchera pas durablement. Et que ce à quoi nous devons réfléchir, ce sont, et je pense que c'est là que la réflexion elle est intéressante à partager, parce qu'on a tous des points de départ qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des États dans lesquels il y a une puissance publique importante, servie par un taux de prélèvement obligatoire, comme vous l'avez dit, élevé, d'autres moins. C'est la façon dont on réfléchit aujourd'hui à des formes d'entrepreneuriat, une adaptation des modes de production, et surtout une forme de capitalisme plus tempérant qui permet aujourd'hui de concevoir que on peut aujourd'hui gagner de l'argent, mais sans exiger des rendements de court terme qui sont totalement incompatibles avec l'impact social et l'impact environnemental que l'on attend de l'activité de la production économique. Et ce sont sur ces sujets que la réflexion commence, en fait. En réalité, elle a lieu dans les ONG depuis longtemps, mais entre les États depuis peu. Et on voit des visions très différentes pour l'instant coexister, mais moi je ne désespère pas qu'on progresse dans ce sens. Corinne Bézina, justement, on en parlait tout à l'heure également, il faut du temps, autant, pour arriver à peut-être être profitable. Tout à l'heure, vous nous disiez que c'est ce qui vous manquait en fait. C'est d'avoir de votre côté plus de fonds qui sont susceptibles d'attendre les résultats. Oui, c'est une des choses qui manque. Ce qui manque aussi, ce qui prend du temps en tout cas, parce que c'est souvent des modèles d'innovation. Hein. L'innovation, ça prend du temps. Comme disait le ministre tout à l'heure, c'est pas la même chose qu'une start-up dans la haute technologie qui va être rentable en 6 mois. Ce qui manque aussi, c'est des ressources humaines, hein, des entrepreneurs sociaux, des équipes qui font tourner ces projets. Ça aussi, ça prend du temps à former, à développer. On y arrivera, hein, faut être patient. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait à vous développer sur le terrain? Qu'est-ce qui vous aiderait à changer d'échelle? Ce qui m'aide à changer d'échelle, la patience. La patience. Vous, Mohamed Asrazi. Je voulais, en fait, j'ai un peu suivi les questions qui se posaient par l'assistance et j'ai eu 2-3 petites questions qui m'étaient directement destinées. Je ne pense pas qu'au niveau du Maroc, on ne s'occupe pas de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'il y a un grand programme qui est connu, c'est l'INDH, l'Initiative nationale l'INDH Développement Humain, qui traite énormément des besoins des populations en situation précaire et avec un soutien énorme de l'État. C'est un programme qui est géré par le ministère de l'Intérieur à travers des divisions de l'économie sociale, des DAS, des divisions en fait, de l'économie sociale. Plus que ça, quand je dis Centre Mohamed VI, c'est une dénomination, hein, ce n'est pas Mohamed VI qui s'occupe de ça, c'est le nom de là où je travaille. et voilà ce que je voulais dire. Et ce n'est pas Fonds Mohamed VI, il n'y a pas de Fonds Mohamed VI. Là où je travaille, ça s'appelle le Centre Mohamed VI, ça peut s'appeler le Fonds Palais-Brongniart, hein, c'est une dénomination. Il ne faut pas faire la confusion entre les deux choses. Par contre, comment peut-on faire pour un peu aider les TPE à sortir de l'informel? Moi, je pense que le gouvernement a fait beaucoup et le ministère des Affaires générales de la gouvernance a mis en place l'année dernière une stratégie destinée à la TPE. Parce qu'on sait que les TPE, en demandant des financements en banque, elles n'ont pas toujours la réponse à leurs besoins financiers. Ce qui fait qu'il y a eu une stratégie qui a été mise en place avec un fonds qui va être mis en place par le gouvernement. Enfin, j'ai essayé de ne pas m'impliquer, parce que moi je suis privé, j'ai essayé de ne pas m'impliquer dans ce que fait le gouvernement, je voulais parler plus de l'associatif, ce qui m'intéresse le plus. J'aurais laissé l'action du gouvernement présentée par un ministre, mais puisqu'il y a eu confusion, je préfère un peu juste corriger un tout petit peu. Il y a cette stratégie qui est destinée, qui va être mise en œuvre cette année pour la mise en place de financement au profit des très petites entreprises, mais dans ce travail-là, il y a des structures, dont le Centre Mohamed VI, pour accompagner les très petites entreprises à se formaliser. Et parmi les actions, il y a la formation, il y a la proposition de statut juridique, c'est-à-dire on leur propose un panel de statuts qu'ils pourraient choisir à ce moment-là. Une fois qu'ils ont choisi leur statut, on les oriente où?
vers le secteur de la microfinance qui va les financer, ou vers les institutions de financement, ou vers les banques. D'accord? Voilà, globalement. Mais l'économie sociale et solidaire au Maroc est très très développée, puisqu'on a un salon annuel de l'économie sociale et solidaire. Nous savons qu'au Maroc, il y a beaucoup de coopératives, beaucoup de structures qui font, pour ne pas citer que l'huile d'argan. L'huile d'argan, tout le monde le connaît au niveau international. Alors vous savez qu'il y a même création d'une fondation pour la mise en valeur de l'huile d'argan. Alors, ce qui fait que l'économie sociale et solidaire est présente. Sauf que ce que disait M. le ministre tout à l'heure, il ne faut pas prendre tout ce qui est social pour argent comptant, parce qu'il y a des gens qui se font une nouvelle virginité, comme vous avez dit, à travers cette économie, alors que derrière, ils veulent s'enrichir. Moi, je pense que... Il y a les résultats qui font la différence aussi dans le bien sûr. Éventuellement, on nous a demandé un peu l'impact de la microfinance au Maroc. Une seule étude a été réalisée en 2003, ça fait déjà 10 ans, et nous sommes, au niveau de l'Observatoire national de la microfinance, en train d'étudier l'éventualité de lancer une deuxième étude. En fait, la plus grande étude a été lancée en 2003, mais il y a une autre étude qui a été faite en 2008. Mais une grande étude sera lancée d'ici la fin de l'année pour éventuellement évaluer l'impact économique et l'impact social. Puisque nous sommes en train de travailler aussi sur les performances sociales. On ne veut pas faire que de l'économique, puisque le secteur de la microfinance est un secteur d'économie sociale. On ne voudrait pas faire que du profit. Il faudrait qu'il y ait profit, mais aussi un impact positif sur les populations qui ont fait le choix de se faire financer par le secteur. Alors, on va discuter un instant de la labellisation. Il n'y a pas de label en France, il y a des définitions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de la définition de l'économie sociale et solidaire? Et ensuite, peut-être nous parler de l'agrément. L'agrément, ça c'est la nouveauté également dans la loi. Les enjeux de la définition, ils sont surtout pour ceux à qui on va demander de financer l'ESS. Savoir que vous êtes dedans ou dehors, pour certains, ça ne changera pas leur vie dès lors qu'ils sont contents de l'activité de leur entreprise. Et il y avait des entreprises qui avaient déjà une activité incontestablement dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui se préoccupaient peu de savoir si elles avaient le label ou pas. Dès lors qu'on mobilise les moyens de la Banque publique d'investissement, dès lors qu'on mobilise l'épargne solidaire en faveur du financement de l'ESS, on a besoin d'instruments qui permettent aux banquiers publics, aux banquiers privés, aux investisseurs de reconnaître les acteurs de l'ESS vers lesquels on veut flécher des financements. C'est à cela qu'on va nous travailler, avec un agrément qui est distribué aujourd'hui par les préfectures, mais qui est ce qu'on appelle l'agrément solidaire en France, qui concernait essentiellement les acteurs de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire les ateliers chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion. On va muscler cet agrément, faire en sorte que d'autres entreprises, là encore, des entreprises sociales et solidaires, puissent bénéficier de cet agrément et donc du bénéfice des fonds liés à l'épargne solidaire. C'est pas rien, hein, ce sont là des sommes considérables, hein, des dizaines, des centaines de millions d'euros, et c'est le sens de la loi. L'objectif, pour nous, il était assez simple, c'était de dire, si on veut développer l'ESS, il faut que le carburant qui existe dans le secteur bancaire privé, comme du côté du secteur bancaire public, que ce carburant puisse nourrir ou alimenter les acteurs de l'ESS. Jusqu'ici, ça faisait mal. Oseo en France, pour ceux qui connaissent, la Caisse des dépôts connaissait un peu l'ESS, travaillait un peu, en tout cas pour la Caisse, quasiment pas pour Oseo. Il y avait une culture à changer, c'est long de changer les cultures. Mais nous avons travaillé à ça, et moi je suis heureux que d'ores et déjà il y ait des produits financiers dédiés. Le fonds d'innovation sociale, d'un mot, pour dire ce qu'il financera, ce seront des avances remboursables. L'innovation sociale, je voyais une question, est-ce qu'elle sera libre de droit? Mais est-ce que vous avez... Ce qui est innovant ici ne le sera peut-être pas à côté, et ceux qui ont été innovants en se disant tiens, si on faisait faire de l'activité physique aux personnes âgées, comme ça évitera la récidive de cancer, ils ont été innovants, mais en même temps, si d'autres le sont dans le sud de la France en faisant la même chose, il faut qu'on puisse financer aussi la réplication de l'innovation. Donc je dis ça, mais quand les avances remboursables, ça marchera selon quel principe? On vous avance l'argent, ça marche, vous remboursez, ça marche pas, vous payez pas. C'est le système exactement inverse de ce qu'on appelle les social impact bonds, où là, vous faites un placement, ça marche pas, vous êtes marron, et ça marche, vous gagnez de l'argent. Il y a donc un intérêt à ce que ça marche. Mais dans le domaine des résultats sur la récidive des prisonniers, sortis de prison, sur la lutte contre les inégalités, on est sur des domaines où mesurer ce que va être
le bon résultat d'une entreprise qui fonctionnerait avec ce moteur qui est celui de l'intérêt financier, c'est compliqué. Donc moi je préfère le plus possible extraire ce type de logique, non pas de la participation des acteurs privés, mais de logique capitalistique pure, avec des indicateurs de performance qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins qui sont ceux de la lutte contre les inégalités. Donc ici une question dans social business, on parle bien de business, et donc normal de rechercher le profit en parallèle de l'impact social. Oui, mais je ne dis pas le contraire, c'est pour ça que ça s'appelle social business. Et le social business, c'est une activité qui s'est développée, soit. Il y a aussi l'économie sociale et solidaire, je le rappelle, ce qui réunit 10% des acteurs donc qui pèsent pour 10% du PIB en France, qui les réunit, c'est le principe de la non-lucrativité. La non-lucrativité, c'est quoi? C'est le fait que vous faites des excédents, et ces excédents sont réinjectés dans l'entreprise, et pas à la rémunération du capital investi par le propriétaire en capital. Et ce principe de la non-lucrativité, moi je pense qu'il est essentiel à préserver. Il y a en plus le social business, et ensuite la RSE, il y a plein de choses qui se rajoutent. Mais en tout cas, il faut aussi développer le modèle privé non lucratif. Mais Liam, est-ce que la définition des entreprises sociales est un enjeu en Grande-Bretagne, voire une labellisation? Yes, I think we have the same issues, to be honest, and I would certainly concur. Sometimes there's too much conversation about measurement and legal entity. I think the genuine social entrepreneurs that look at impact and outcome will use any legal entity to get what they want. And so there are hybrids. I don't believe anywhere in the world there's a proper legal entity yet which captures what social entrepreneurs actually do. So they'll use other entities to get what they want, if you like. There's B corporations now in the US and so on. These forms, and they're getting there. It's emerging, but it's about individuals getting together to take action to say we don't want there to be any poverty in our country. Full stop. How are we going to do that, and how are we going to act together to create that to happen? And I think that's to me that should be the driving force. Issues like that, and then you build in social businesses and the rules around them. So like you have post-investment profit, non-distribution of post-investment profits. You use your profits to invest and grow the organisation. Mm-hmm. Donc dans ces cas-là, si on se projette, on parle de label, est-il envisageable à l'avenir d'avoir un label entreprise sociale commun à tous les pays, d'abord à l'Europe, puis à tous les pays? I think so. I think the danger that we've got, the players in this, is that we confuse the public here by having calling ourselves social entrepreneurs or social businesses or whatever. We confuse people. So I think having a simple label that helps people make choices in terms of what services they're going to use or what products they're going to buy, a la fair trade labelling, a la environmental labelling, really would be helpful. Would it solve the problem? No, it's just part of the picture, as mentioned earlier. I think we together here are building something which is going to be about a new global economy. So if I'm speaking to anti-capitalist demonstrators who are getting really angry about the current global economic system, I might agree with them, okay? But then I ask the question, what's the alternative system? What alternative system are you proposing? And nobody really answers that question. But we've all got little bits, I think, that start to emerge here, like social business, like a tax on Tobin tax, etc., etc. There are parts that start to emerge that somebody standing back and. Je ne veux pas être le seul à répondre, excusez-moi, mais bon, les sociétés dont vous parlez, ça s'appelle les SIC. Les SIC aujourd'hui, elles sont limitées dans leur développement. Pourquoi ? Parce qu'elles associent des collectivités locales, des usagers, les salariés sur un modèle coopératif, donc d'intérêt collectif, qui est censé servir l'intérêt général, un besoin social. On s'est rendu compte que ce qui justifiait que leur développement, elles sont 200 un peu plus en France, soit un peu freiné, c'est que
le seuil de participation au capital de ces SIC des collectivités locales était sans doute trop bas, était à 20% par la loi, nous le portons à 50%, ce qui était demandé par le mouvement coopératif pour faciliter la création de SIC. Deuxième modèle coopératif que nous allons développer, ce qu'on appelle la SCOP. La SCOP, vous les connaissez toutes, c'est ces sociétés qui appartiennent à leurs salariés, qui sont majoritaires au capital et donc qui les dirigent démocratiquement. La réalité, c'est que pour créer une SCOP, ça supposait une prise de risque de la part des salariés importante, on y met son épargne, on y met ses économies, et il fallait 50% du capital pour avoir la majorité en droit de vote pour créer une SCOP. On crée là, dans la loi, la SCOP d'amorçage qui permettra aux salariés de créer ou de reprendre leur entreprise en ne disposant que de 30% du capital et en étant immédiatement majoritaire dans la gouvernance démocratique. Cette SCOP d'amorçage va multiplier les reprises par les salariés, et j'en profite pour dire, et j'arrêterai avec ça, c'est que je ne comprends pas que sur ce sujet, ce qui met en jeu 50 000 emplois chaque année détruits dans des entreprises en bonne santé, hein, je ne parle pas des entreprises en difficulté, des entreprises en bonne santé, qui sont des PME, qui ferment parce qu'il n'y a pas de repreneur. Parce que le patron, il part à la retraite, il n'a pas préparé sa succession. Il décède, ce qui arrive, et la succession n'est pas prête. Voire il a surévalué parce qu'il y a attaché effectivement le prix de son entreprise et n'a pas su la vendre. Une solution pourrait être la reprise par les salariés, 50 000 emplois en jeu, hein. 50 000 emplois chaque année. Et pour cela, il faut que les salariés aient le temps de formuler une offre. Et la loi sur l'économie sociale et solidaire, elle crée un droit d'information des salariés 2 mois avant la cession de l'entreprise pour qu'ils sachent que l'outil de travail, et eux avec souvent, vont peut-être être vendus, et le cas échéant, formuler une offre. Et donc pouvoir être souvent la solution qui permettra de maintenir l'activité. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je regrette que sur ce sujet-là, la position du MEDEF soit une position idéologique. Idéologique, parce que ça crée un droit pour les salariés, un droit qui ne remet en cause ni le secret des affaires, ni le droit de propriété, puisque le patron cédera à qui il veut et au prix où il veut, et que quand on prend 20 milliards de crédits d'impôt, que c'est le contribuable qui fait des efforts pour que les entreprises bénéficient de 20 milliards de crédits d'impôt, on se pose la question, moi je le dis, au patronat français, en tout cas à ceux qui le dirigent, de quelle manière on sert l'intérêt général. Et servir l'intérêt général, ça pourrait être aussi d'aider à la reprise par les salariés d'entreprises qui marcheraient, continueraient à faire de l'activité. C'est pour ça que je regrette fortement cette crispation idéologique de M. Gattaz. Voilà, bon, il y aura des débats sans doute passionnés à l'Assemblée sur cette mesure. Une autre question peut-être dans la salle, monsieur ici. Bonjour. Je m'appelle Pascal Fleury et j'ai une agence conseil en marketing interculturel. Lorsque j'ai été voir les banquiers l'an dernier, puisque j'ai monté mon entreprise en fin 2012. La première question, c'est au niveau des banques, aujourd'hui, notamment on parle de BPI après Oseo, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux que de dire qu'elles vont changer l'état d'esprit, puisque moi, ça fait 1 an maintenant que j'attends une réponse, et que ce sont des fonds propres qui font marcher mon entreprise et qui surtout financent de la trésorerie, puisque, contrairement à Danone, je n'utilise pas les fonds, je n'utilise pas le petit personnel, ça n'engage que moi ce que je dis, mais c'est la réalité. On trouve ça, parce que je viens de Tunisie, donc on trouve ça en Tunisie, on trouve ça au Maroc, on trouve ça en Algérie, par des gens qui viennent faire du soi-disant social business, et au final font du vrai profit. Or, le ministre a dit effectivement que la sociale entreprise telle qu'elle est définie, c'est justement de ne pas faire de profit. Donc ma question, c'est véritablement ça, et je voudrais remercier Mohamed Asri, parce qu'effectivement, pourquoi créer un label lorsqu'une entreprise fait du bien à sa région, est-ce que finalement elle n'est pas sociale? Voilà, merci. J'ai pas de réponse en fait, parce que la question, honnêtement, je ne l'ai pas comprise. En tout cas, je vous remercie de m'avoir remercié. Dans tous les cas, moi je pense que les banques ne peuvent attribuer un crédit ou des financements à une structure que sur la base de procédures qu'elles ont en interne. Et je pense aussi que les financements, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi je pense que les banques ont leur procédure,
Maintenant, ça fait 1 an que vous avez demandé votre crédit, il faudrait peut-être revenir et présenter les documents nécessaires à ce que ces gens-là puissent faire une analyse du risque. La banque ne prête pas si elle n'analyse pas son risque, même si vous faites du social, même si vous allez faire du profit, elle, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup